Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. On parle du congrès de Calédonie Ensemble qui vient de s'achever. Alors plusieurs annonces, on va essayer de les évoquer ensemble. Le rééquilibrage, c'est un des thèmes qui a fait aussi débat dans votre congrès. Le rééquilibrage, comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit une réalité 25 ans après justement les clés de répartition, la provincialisation? Alors c'était un des thèmes, c'est pas le principal thème, mais sur ce sujet-là, très simplement, c'est Gérard Poadja, notre élu représentant du Nord, qui a intervenu pour rappeler qu'à Calédonie Ensemble, le rééquilibrage doit se poursuivre, même si de nombreux progrès ont été constatés aujourd'hui. Il faut poursuivre cet effort sur tous les champs, le champ industriel, métallurgique et minier, bien sûr, on en parle depuis longtemps, mais d'autres aussi, je pense aux politiques agricoles qui peuvent être menées, sédentariser les populations, développer de l'activité économique et faire, un peu comme Gérard nous l'a dit, en sorte que de moins en moins de populations du Nord ne soient obligées de descendre dans le Sud et que ce soit peut-être même l'inverse qui se passe. Mais est-ce que le champ minier, justement, est-ce qu'il faudrait trouver une synergie entre ces trois usines? Là, la balle est dans le camp des opérateurs. Le contexte, vous le connaissez, il est très, très complexe, mais chacun des industriels a su, avec l'aide de l'État, il faut le rappeler, surmonter ces difficultés et aujourd'hui offrir au moins un peu de perspective aux très nombreux, aux milliers de personnes qui travaillent dans ces trois usines. Est-ce que les contrats de développement font partie du rééquilibrage pour atteindre justement cet objectif? Naturellement, oui, ces contrats de développement avec un soutien de l'État renforcé, il faut le dire, puisque la ministre de l'Outre-mer viendra pour les signer, sont des marqueurs politiques importants de tout temps qui permettent, avec l'aide de l'État et la contribution solidaire des collectivités, notamment en province Nord ou en province Île, de mener des opérations structurantes. Mais on a, à l'occasion de ce congrès, je veux simplement le dire parce que c'était vraiment le thème majeur, évoqué les valeurs. On a placé le thème des valeurs, notamment des valeurs calédoniennes, au centre de notre congrès d'hier, parce que les valeurs calédoniennes, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous distingue du reste aussi de la République. Elles sont alimentées depuis longtemps par les valeurs républicaines, les valeurs chrétiennes, les valeurs kanak et océaniennes. Et à 2 ans d'un rendez-vous avec l'histoire qui nous attend, il était important que l'on dise aux Calédoniens ce qui nous rassemble et que l'on réaffirme, c'est ce qu'on a fait, que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Mais les valeurs calédoniennes, est-ce qu'elles sont respectées au quotidien ? Alors les valeurs calédoniennes, elles existent, il faut bien entendu veiller à ce qu'elles soient plus respectées, mais dans ce sens, on a fait une proposition justement qui va nous permettre d'être tous ensemble plus forts, puisqu'on propose de sceller nos convergences sur ce thème et sur un autre. Sur ce thème-là, par l'adoption d'une charte des valeurs calédoniennes qui permettra aux Calédoniens, quelles que soient leurs opinions politiques, d'avoir une charte, une base sur laquelle fonder la société de demain. C'est important, vous savez que les experts nous ont produit un document au dernier comité des signataires sur lequel chacun d'abord a reconnu la qualité de ce document, chacun s'accorde qu'il est nécessaire de travailler, mais on s'est tous rassemblés sur ces valeurs et c'est important que les Calédoniens le sachent. Important parce que ça va d'abord les rassurer et ça va peut-être leur donner un peu plus d'espoir dans l'avenir. Et puis on propose aussi que ce saut, sceller nos convergences, ça concerne aussi le pacte de gouvernance. Un pacte de gouvernance à signer, pour nous, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que dans l'organisation institutionnelle aujourd'hui, dans l'architecture institutionnelle, personne ne revient sur la composition ni du Congrès, des provinces, des communes, du Sénat coutumier, du gouvernement. Aucune formation politique. Il y a bien quelques ajustements, bien sûr, qui sont prévus, mais personne ne remet en cause cette organisation. Donc vous voyez que ces deux sujets qui doivent mettre à jour ce qui nous rassemble vont nous permettre de faire un pas constructif, les uns vers les autres, dans le respect des convictions de chacun, pour éclairer le référendum. Alors, dans le congrès de Calédonie Ensemble, vous avez parlé du projet éducatif. Sur les langues kanak, justement, est-ce que là, on peut faire le point? C'est obligatoire ou pas obligatoire? Les Calédoniens s'y perdent un peu. Alors il faut simplement déjà leur rappeler deux choses. Dans l'accord de Nouméa, il est dit que les langues kanak sont des langues de culture et d'enseignement comme le français. Et dans notre environnement national, il faut rappeler que la Constitution protège l'enseignement des langues régionales. C'est le cas du breton, du basque, du corse, c'est dans la Constitution. Évidemment, et on l'a rappelé, en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, la priorité, c'est l'enseignement du français, l'apprentissage, la connaissance, le parler français. L'autre priorité, c'est aussi maîtriser l'anglais. Compte tenu de notre environnement, on ne peut pas faire sans. Mais il faut aussi, et c'est le sens du projet éducatif... Obligatoire ou pas obligatoire ? Voilà, pour faire en sorte que cette école de la République qui privilégie la maîtrise du français, l'enseignement du français et la maîtrise de l'anglais soit une école du pays, il faut aussi
permettre à tous les enfants, qu'ils soient Kanaks ou non Kanaks, d'avoir un enseignement en culture. Pour les Kanaks, les enfants Kanaks, ça va permettre la transmission de la culture. Et pour les non Kanaks, ça va leur permettre de connaître leur environnement. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Alors, il y aura, puisque en l'occurrence, ça fait partie, c'est 3 actions sur 150, hein, mais il y en a d'autres. Ça fait partie des objectifs. Il y aura 1 heure d'enseignement obligatoire qui seront dispensés donc à tous les enfants et qui permettront donc collège, de faire passer... lycée? Oui, qui permettront de faire passer notre école, notre modèle qui est totalement dupliqué de celui de la métropole, hein, à un modèle plus proche des réalités locales. Alors, on reste dans l'enseignement avec cette fameuse correction locale du bac. Elle fait débat. 47 voix pour au Congrès sur 54. Et chez les Républicains, les voix sont dissonantes. Qu'est-ce que vous dites, vous, à Calédonie Ensemble? Alors, on dit... Il y en a qui disent bac cocotier. Ouais. D'autres, ils disent, non, on n'est pas plus mauvais que les autres. Et donc, voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on s'est posé la question. Hein, c'est bien de se demander si c'est une bonne chose. Et on a fait un constat très simple, de la 6e à la terminale, sur une scolarité entière, le fait de corriger à l'extérieur le bac, eh bien ça amène 7 mois de cours en moins. 1 mois par année. D'ailleurs, les parents qui nous regardent ce soir le savent bien, ils savent bien que dès début du mois de novembre, les conseils de classe se tiennent. Et que dès la fin du mois de novembre, il n'y a déjà plus de cours. On transforme nos collèges et nos lycées en gigantesques garderies. Et on perd, nos enfants perdent chaque année, et donc sur une scolarité, 7 fois 1 mois de cours. Comment faire donc pour rattraper ce retard qu'on a par rapport au volume d'horaire dispensé en métropole. Donc vous nous dites que c'est pour Calédonie Ensemble, il faut corriger le bac localement. Eh bien, d'abord, il y a 3/4 des épreuves aujourd'hui du bac qui sont déjà corrigées localement, mais on dit qu'il faut le faire à condition, c'est ce que Calédonie Ensemble a dit au Congrès et ce qu'on a répété hier, à condition que 2 garanties fondamentales soient apportées. La première garantie, c'est qu'il faut que sur les matières à petit flux, c'est-à-dire les matières dans lesquelles vous avez peu d'élèves, peu de correcteurs, il y a une garantie de la neutralité, de l'anonymat des copies et de la neutralité de la correction. Deuxième garantie, elle est essentielle, il faut que le bac continue d'être délivré par une académie nationale. Tout à fait. Pourquoi pas l'Académie de Paris? Parce qu'une fois que nos enfants auront leur bac, si c'est un bac français, ils pourront ensuite poursuivre des études plus simplement que si c'était un bac Nouvelle-Calédonie. On en vient à la sécurité. On a entendu la proposition de contourner la route de Saint-Louis. Est-ce qu'on a le financement pour faire ça? Oui, et c'est un sujet ancien d'ailleurs, puisque entre 2004 et 2009, Philippe Gomez, président de la province sud, avait lancé l'opération. Mais est-ce qu'on a encore les sous? Eh bien, on les a perdus entre 2009 et 2014, puisqu'il faut constater que l'opération a été abandonnée. On le regrette, mais on l'a relancée, et justement dans les contrats de développement, précisément. C'est un projet dans le contrat de développement? Non, c'est pas un projet. Il y a 1 milliard de crédits. À hauteur d'1 milliard, c'est plus un projet. 1 milliard de crédits qui vont être dépensés par l'État et la Nouvelle-Calédonie pour justement commencer l'opération sur cette voie de contournement du Mont d'Or. Saint-Louis reste une zone de non-droit pour beaucoup de Calédoniens, c'est ce qu'ils disent. On a donné 500 millions pour la tribu. C'est une paix sociale à 500 millions? Alors non, on n'a pas. D'abord, on ne donne pas 500 millions ni à une tribu, ni à une collectivité. C'est dans le contrat de développement signé, demandé par le maire du Mont d'Or et voté à l'unanimité de son conseil municipal, que dans son contrat d'agglomération, une opération de hauteur de 500 à 600 millions est fléchée. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire et se plaindre des difficultés que rencontre la jeunesse, la population, et je ne parle pas des délinquants. Les délinquants, c'est tout à fait autre chose. Mais on ne peut pas se plaindre de ces dérives. Le maire ne peut pas pointer du doigt ces dérives et ne pas se voir attribuer des moyens. Donc ces 500 millions, ou 550, je ne sais plus, serviront à la mairie à mettre en place, en accord avec la totalité des collectivités, des mesures qui permettront justement d'empêcher qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui dérivent ou qui s'écartent. Alors on en vient à la lutte contre la vie chère, ça a été votre parti pendant le Congrès. Résorber le déficit de la balance commerciale, nous dit Philippe Germain aussi. 150 milliards par temps fumé, a-t-il déclaré. Exporté pour 150 milliards depuis la Calédonie, est-ce que c'est réalisable? C'est réalisable pas dans un avenir très proche. Ça a été dit notamment par Philippe Germain sur votre antenne hier. On ne va pas transformer ce déficit en un excédent d'un coup de baguette magique. Mais par contre, il faut y tendre et on en a la capacité. Pourquoi? D'abord parce que nos entreprises en ont le savoir-faire. Elles ont de nombreuses qualités, beaucoup d'expérience et une vraie capacité à s'exporter, à exporter leur savoir-faire dans l'environnement régional. On l'a déjà vu en Australie, on pourra le voir bientôt peut-être au Vanuatu. Donc cette politique d'exportation soutenue par les collectivités et par le gouvernement, elle va permettre d'offrir des débouchés aux entreprises à l'extérieur. Alors notre balance commerciale c'est une chose, mais surtout le rétablissement de la situation économique, le retour à la croissance, ça fait partie des objectifs qu'on poursuit.
Le plus grand danger, c'est le protectionnisme, l'enfermement. Vous savez de qui est la déclaration? François Hollande, oui. Il y a quelques jours. Ici, est-ce que le marché est assez libre? On voit s'affronter les groupes de pression sur les croquettes pour chiens, pour les boissons sucrées. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette guéguerre dans laquelle est pris en otage le consommateur calédonien qui, lui, paye toujours plus cher? C'est exactement l'objet des lois et des réflexions sur la compétitivité, autour de la compétitivité. Là encore, avec les entreprises, les organisations syndicales, on a tous convenu, organisations syndicales d'employeurs, patronales et formations politiques, que notre organisation économique avait passé. Mais il faudrait enterrer la hache de guerre, non? Entre les deux groupes, là, les importateurs et les locaux. C'est une question de responsabilité et tout le monde va y venir, parce que tout le monde a conscience aujourd'hui que l'économie de comptoir qui était la nôtre aujourd'hui nous conduit à l'enfermement, nous condamne à l'enfermement et à la sclérose. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 5 ans, notre croissance décroît. Donc tout le monde a un intérêt, les entreprises naturellement, les Calédoniens et les collectivités, à changer de modèle. Ce ne sera pas simple, hein, forcément, parce qu'il y a de vieilles habitudes, il faut aussi créer de l'initiative, mais c'est le sens de toute l'action qui est menée au gouvernement et dans les collectivités. Aller vers une vie moins chère, c'est aussi la réforme de l'impôt, elle va être en discussion demain au Congrès. Là-dessus, vous allez finalement alléger la pression fiscale réellement ? Absolument, oui, c'est un engagement d'abord de politique générale de Calédonie Ensemble, mais c'est aussi un engagement de l'agenda fiscal, social et économique partagé. Donc dès l'année prochaine, si ce texte est voté demain, dès l'année prochaine, en 2017, au titre de son impôt 2016, 9 Calédoniens sur 10 vont payer moins d'impôts sur le revenu. 9 Calédoniens sur 10 vont avoir entre 20 et 60% d'impôts sur le revenu en moins. Mais est-ce que vous allez exonérer certains Calédoniens à l'impôt? Est-ce qu'il y a des Calédoniens qui ne paieront pas d'impôts? Il y a déjà des Calédoniens qui ne payent pas d'impôts pour une raison très simple, c'est qu'ils ont très peu de revenus. Il y a 30 000 foyers qui gagnent moins de 150 000 francs par mois. Mais est-ce qu'il y aura des Calédoniens... ceux-là ne sont pas exonérés. Ceux à qui on s'est intéressé, c'est ceux qui payent de l'impôt. Et sur les 60 000 foyers qui payent de l'impôt, 52 500 en paieront moins. 9 Calédoniens sur 10. Et j'en profite pour dire un mot aussi à l'égard des familles, parce qu'on entend beaucoup de messages détournés. Les familles sont soutenues. On a décidé, on proposera donc d'augmenter la déduction des frais de garde de 500 000 à 1 million par an. Et on propose de créer de nouvelles déductions aussi, notamment à l'attention des familles de l'intérieur et des îles qui envoient leurs enfants soit en internat, soit chez des accompagnants. Eh bien pour celles-là aussi, il y aura de nouvelles déductions. Vous voyez, donc les familles sont accompagnées, elles bénéficieront aussi de cet allègement de la pression fiscale. Et déduction fiscale aussi pour les personnes physiques qui veulent faire des travaux, des choses comme ça? Absolument, oui, de 2 fois le plafond des travaux augmenté, les intérêts d'emprunt déductibles sur 20 ans et non plus sur 10 sur Nouméa, des travaux verts mis en avant, des équipements aussi ménagers, des mises en sécurité des bâtiments nouvellement déductibles. Il y a beaucoup de mesures qui sont prévues pour les locataires comme pour les propriétaires. Dès 2017 ? C'est dès 2016, mais comme vous le savez, on paye notre impôt 2016 en 2017. Donc dès 2017, on aura l'application des mesures. Et où allez-vous trouver l'argent pour compenser toutes ces réductions fiscales et très alléchantes? Pas besoin, puisqu'en l'occurrence, il y a une mesure de cette réforme qui prévoit d'augmenter l'impôt sur un tout petit nombre de foyers, 3 000, et cet impôt supplémentaire que ces 3 000 foyers qui gagnent environ 1 500 000 francs de revenus par mois et plus, cet impôt supplémentaire va être redistribué au travers d'une réduction d'impôt à ces 52 000 foyers. On reste dans la vie chère, on vient à Noël là, prochainement et au départ en vacances. On nous a dit 90 milliards de francs CFP pour 4 Airbus tout neufs. Aircalin va être renouvelé, bravo, mais on nous explique que c'est rentable, sauf que les billets d'avion, ils baissent jamais. Non, alors les billets d'avion, n'est-ce pas, la compagnie Aircalin, c'est au moins déjà rétabli. Il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques années, mais enfin, en grande difficulté. La vie chère, quand on part en vacances, quand on est une famille avec 2 enfants, ça coûte très cher. Oui, ça coûte cher, ça. Vous avez raison. Je rappelle que les billets d'avion ne pèsent jamais. Monsieur Tapero nous dit toujours qu'on va essayer, mais ça... Monsieur Tapero, le directeur d'Aircalin et son conseil d'administration, et Monsieur Deladrière, qui est président du conseil d'administration, j'imagine, regardent les comptes. Ils se disent, si on ne change pas les avions, si on n'obtient pas la défiscalisation, si on ne les change pas, ils sont de plus en plus vieux, ils vont coûter de plus en plus cher, et le prix des billets va de plus en plus augmenter. Donc avant de voir s'ils peuvent baisser, ils risquent d'augmenter les billets d'avion parce que les charges vont être alourdies. À côté, je rappelle que le paysage de la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie est libre. N'importe quelle compagnie peut venir en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, de nombreuses compagnies l'ont fait par le passé. Mais malheureusement, la taxe d'aéroport est très chère. Malheureusement, non, mais la taxe est peut-être chère, mais malheureusement, c'est l'étroitesse de notre marché qui fait qu'on n'a pas eu de compagnie qui se soit durablement installée. Donc, on a une desserte qui aujourd'hui, effectivement, est
principalement, pas seulement, mais principalement assurée par Air Calin. Air Calin fait des efforts, et la Nouvelle-Calédonie avec elle, et l'État, pour renouveler la flotte. C'est la même chose pour Air Cal. On a besoin, encore une fois, il faut le rappeler, du soutien de l'État en la matière, mais ce sont des mesures de bonne gestion qui évitent de voir justement aggraver le prix du billet. On a une autre actualité importante, c'est l'emploi local dans la fonction publique. Ça a été voté au Congrès récemment. Donc, on peut dire réservé aux Calédoniens ou pas ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un marqueur de l'accord de Nouméa. Il a fallu attendre quand même 18 ans pour qu'on le passe au Congrès. Vous savez, quotidiennement, au gouvernement, je rencontre souvent des jeunes Calédoniens diplômés qui me disent leurs difficultés pour trouver du travail. Et on le sait tous, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail. Notre responsabilité, c'est ce que prévoit l'accord de Nouméa, est justement de favoriser l'emploi des Calédoniens à compétences et à diplôme égaux, bien sûr. Hein. C'est ce qui a été voté, c'est ce qui a été présenté et voté au Congrès. Donc il faut s'en réjouir parce qu'à l'unanimité, tout le monde est resté convaincu du bon principe de favoriser à compétences égales et de rester et de laisser ouvert la place pour d'autres, bien sûr, qui ont depuis toujours et qui continueront d'avoir des compétences qu'on n'a pas encore eu le temps de développer en Calédonie. On va bientôt terminer sur l'avenir institutionnel. Philippe Gomès vous a dit un référendum sinon rien, mais un référendum sincère. On a bien compris ça. Oui, la sincérité, c'est absolument essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très simplement, il faut s'assurer que personne ne viendra contester le résultat de ce référendum pour des raisons qui tiendraient à une mauvaise composition de la liste électorale. Et donc cette sincérité, ça rejoint les propositions que nous avons faites d'inscrire les natifs du pays pour la liste sur le référendum. Elle est essentielle, sinon on fera tout ce travail pour rien, on aura une contestation et on se retrouvera dans une forme de quadrature du cercle. Une dernière chose vous concernant, les investitures pour Calédonie Ensemble et les législatives, vous êtes concerné ? Alors, c'est pas le sujet du tout du moment. Non, vous mais... savez, je vous le dis, c'est pas le sujet du moment. On s'est concentré, on se consacre tous les jours, on s'est concentré sur les valeurs, sur la sécurité, sur la jeunesse, sur le développement économique. Je me doutais de cette réponse. Je me doutais de votre question, mais c'est la vérité. Le moment viendra, mais il n'est pas venu encore. Merci Philippe Dunoyer pour avoir accepté notre invitation.